Alors, la quatrième partie fait écho, vous l'aurez compris, à la troisième partie. Nous avons vu tout à l'heure que, au fond, pour qu'il y ait de la concurrence, encore faut-il que les consommateurs soient informés et qu'ils soient mobiles. Eh bien, que peuvent faire les gouvernements pour favoriser la concurrence? Eh bien, ils peuvent renforcer l'information et la mobilité des consommateurs. Alors, regardez, premier levier, ça peut être tout d'abord, alors ça, ce n'est pas une décision gouvernementale, c'est le marché qui va le faire. Bien entendu, la diffusion des sites de comparaison de prix va être favorable à la transparence des prix. Elle va réduire les coûts de transaction et faciliter donc la concurrence entre les opérateurs. Encore faut-il que ces comparateurs de prix soient objectifs, qu'ils ne soient pas biaisés. Alors, dans certains cas, le gouvernement pourrait rendre d'ailleurs obligatoire ces comparateurs de prix. C'est déjà le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'essence en France. Vous pouvez aller sur carburant.gouv.fr. Donc, premier levier pour renforcer l'information, c'est miser sur Internet, sur le fait qu'Internet permet assez facilement de comparer les prix. Deuxième exemple de politique économique, très souvent, je suppose que vous en êtes tous aperçus, il est très difficile de comparer, notamment dans les services, des offres entre concurrents, tout simplement parce que la manière de présenter les tarifs n'est absolument pas la même. Ça peut être le cas dans la banque, ça peut être le cas dans l'assurance, et donc on peut tout à fait imaginer que les gouvernements imposent une forme de standardisation des grilles tarifaires, de telle sorte que lorsque vous comparerez finalement différentes offres, par exemple bancaires, vous pourrez avoir des éléments de comparaison qui sont assez fiables. Vous voyez, tout ce qui va dans le sens de la standardisation des grilles permet aux consommateurs de mieux comparer et donc de faire jouer la concurrence. D'ailleurs, vous le savez, ça existe déjà grâce aux associations de défense des consommateurs. Je pense en particulier à UFC Que Choisir, qui publie, par exemple, en matière bancaire, des comparaisons entre banques par profil de clients. Selon votre profil, vous allez avoir différents classements des banques. Alors, je voudrais rester un instant sur une solution que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle n'est pas théorique. Elle a été mise en œuvre dans un pays, en l'espèce Israël, qui est celle qui consiste à obliger tous les distributeurs de produits alimentaires, on parle bien de produits du quotidien, à afficher leurs prix sur Internet. C'est une décision du gouvernement israélien de 2015 et vous avez donc deux économistes, Ater et Rigby. Vous trouverez bien sûr l'article disponible en ligne sur Internet, qui ont essayé de faire un petit test pour voir ce qui s'est passé. Alors, vous voyez sur ce graphique extrêmement intéressant, vous voyez tout d'abord en abscisse la date. Alors, la date, ce qui est intéressant à retenir, c'est, vous voyez, la ligne qui est en rouge. Je ne sais pas si on voit mon pointeur. Donc, vous avez un petit segment rouge qui est au mois de juin 2015. C'est la date d'entrée en vigueur de cette obligation d'affichage sur Internet du prix des produits. Attention, on ne vous oblige pas à vendre sur Internet. On vous dit simplement, si vous avez un petit magasin physique au coin de la rue, le prix du pot de Nutella doit être affiché en temps réel sur Internet. Et lorsqu'on regardait les auteurs, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Alors, en ordonnée, vous avez le nombre de prix pour le même produit. On va prendre, je ne sais pas, le pot de Nutella. Et vous avez trois courbes. Vous avez la courbe en jaune, c'est la courbe des produits dont le prix n'était pas affiché de manière exhaustive sur Internet. D'accord ? Et vous avez en vert et en bleu ce qu'on appelle des groupes de contrôle, c'est-à-dire soit des produits qui étaient déjà vendus sur Internet, par exemple des parfums, on sait que les parfums sont très vendus sur Internet, et puis un autre type de produit dont je n'ai plus le nom en tête, mais peu importe, vous avez deux groupes de contrôle. Alors pourquoi on a ces groupes de contrôle? C'est pour bien être sûr que ce qui arrive à ces produits-là alimentaires est bien spécifique à la mise en œuvre de la mesure. Or, que voyez-vous? Eh bien, vous voyez qu'avant l'affichage des prix sur Internet, un même pot de Nutella, je prends cet exemple fictif pour les besoins de la démonstration, avait entre 15 et 20 prix différents. Donc, vous êtes en Israël, le même pot de Nutella, selon l'endroit où vous l'achetez, il avait entre 15 et 20 prix.
Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est radical, très très vite. Juste après l'entrée en vigueur, les différences de prix, le nombre de prix différents, pardon, passe d'une quinzaine à 5. Et surtout, elle rejoint la moyenne des autres produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous montre ce graphique, il nous montre tout d'abord que lorsque vous diffusez l'information sur Internet de manière exhaustive, vous avez forcément un effet de comparaison. Les consommateurs vont comparer, ce qui va très rapidement conduire ceux qui avaient des prix complètement élevés, anormalement élevés, ou en tout cas différents des autres, à rejoindre la moyenne. Alors ça, vous ne l'avez pas sur ce graphique. Ce que montrent les auteurs, c'est que non seulement il y a moins de dispersion de prix, mais bien entendu, le niveau moyen des prix a baissé de 4 à 5%. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est une mesure assez radicale, assez volontariste, assez audacieuse, mais qui, en tout cas dans le cas d'Israël, qui est un petit pays par la taille, a relativement bien fonctionné. Ça, c'est pour renforcer l'information. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, il ne suffit pas de renforcer l'information. Si vous êtes informé que le prix d'un abonnement de téléphone portable est moins cher chez un concurrent, encore faut-il pouvoir y aller. Or, vous avez toujours ce que l'on appelle en anglais, pardon, j'ai laissé les termes en anglais, des switching costs, en français des coûts de transfert. Or, ces coûts de transfert ne sont pas toujours justifiés. Parfois, ils le sont. Attention, un coût de transfert n'est pas toujours anormal. Par exemple, lorsque vous avez décidé de ne pas payer votre téléphone portable, mais en contrepartie de vous engager pendant 24 mois, il est assez normal qu'on vous fasse signer un engagement de 24 mois. C'est la contrepartie du subventionnement de votre téléphone portable. Mais parfois, ces coûts de transfert sont purement artificiels. Ils sont là uniquement pour vous dissuader de changer. Permettez-moi de prendre un exemple qui va tous nous parler et que nous avons sans doute tous vécu. C'est assez ancien aujourd'hui, ça remonte à 2008. Avant 2008, quand nous voulions changer d'opérateur de téléphonie mobile, nous devions changer également de numéro de téléphone portable, ce qui est extrêmement embêtant puisqu'il faut prévenir tous ces contacts qu'on a changé de numéro de téléphone. Eh bien, regardez, une mesure finalement très simple, très peu coûteuse, a réduit quasiment à zéro le switching cost concernant le numéro de téléphone. Puisque vous le savez, aujourd'hui, il vous suffit d'aller sur Internet, de demander la portabilité du numéro de téléphone. Je crois que cela prend 24 heures ou 48 heures et vous avez l'assurance, si vous le souhaitez, de garder votre numéro de téléphone. Donc là, on a un bel exemple très simple de manière de fluidifier le marché. Il est très facile aujourd'hui de changer d'opérateur de téléphonie mobile et donc la concurrence est beaucoup plus forte entre les opérateurs parce qu'ils savent que les clients pourront très facilement changer car ils peuvent garder leur numéro de téléphone. Alors, on a aussi un autre point extrêmement important, mais je ne veux pas être trop long. Vous le savez, il ne suffit pas seulement que l'information soit diffusée, il faut aussi qu'elle soit objective, qu'elle soit transparente. Et on le sait, dans le commerce en ligne, parfois, il y a des pratiques douteuses que l'on appelle en économie des dark patterns, c'est-à-dire qu'on va vous présenter, la manière dont on va vous présenter les prix, dont on va vous présenter les produits, peut fausser votre jugement, que ce soit la manière dont on affiche les produits en termes de couleur, en termes de taille, la manière dont vous sélectionnez les options. Parfois, vous savez, les options sont précochées, ou alors on vous laisse croire que l'option est gratuite alors qu'en réalité, elle est payante. Là aussi, il y a tout un travail qui relève plus du droit de la consommation que du droit de la concurrence pour lutter contre les dark patterns. Donc, premier type de levier, jouer sur l'information, faire en sorte que l'information du consommateur soit beaucoup plus fluide. Second type de politique économique dont je n'ai pas parlé pour l'instant, en tout cas dans la troisième partie, il y a un obstacle à la concurrence, mais j'ai envie de dire la réponse est presque dans son énoncé, c'est l'obstacle qui relève de barrières réglementaires. Dans de nombreux secteurs, vous le savez, et c'est souvent justifié, il y a des barrières réglementaires. On ne peut pas rentrer librement comme cela dans n'importe quelle profession. Si vous regardez par exemple aux États-Unis, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de restrictions à l'accès dans les services à la personne. Vous ne pouvez pas être puéricultrice ou puériculteur si vous n'avez pas une licence avec un certain nombre de diplômes.
Regardez ce graphique tout à fait intéressant de l'OCDE, très récent, 2020, qui vous montre que, y compris aux États-Unis, vous avez de nombreuses barrières à l'entrée, soit professionnelles, soit personnelles, qui vont limiter l'entrée sur le marché. Ce sont des barrières réglementaires. On dispose d'ailleurs en Europe d'un indicateur pour mesurer l'ampleur de ces barrières réglementaires. Ça touche soit les professions, soit les secteurs. Et notamment, il y a un indicateur très intéressant de l'OCDE intitulé Product Market Regulation, PMR, qui finalement nous montre à quel point dans un pays, il est difficile d'entrer dans un secteur ou pas. Je vous montre typiquement le cas de la France. Réglementation. Alors cette fois-ci, c'est une réglementation qui porte à la fois sur les conditions d'exercice, mais également sur les règles relatives à l'entrée. Vous voyez, typiquement pour les avocats, les notaires, les comptables, les architectes, la vente en détail de médicaments, c'est sans doute un des secteurs les plus réglementés en France, ou bien la vente en détail, vous avez des obstacles réglementaires. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les économistes ne contestent pas qu'il doive y avoir des restrictions à l'entrée. Bien entendu, il est absolument indiscutable qu'il est nécessaire, par exemple, en matière pharmaceutique, qu'un pharmacien dispose d'un diplôme en pharmacie pour exercer son métier. Donc, au fond, ce que disent les économistes, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des restrictions à l'entrée lorsqu'elles sont justifiées par des raisons de qualité ou de sécurité. Donc, il n'y a pas de discussion possible sur ce point. L'enjeu n'est pas de supprimer ces barrières. L'enjeu est de se poser la question suivante: est-ce que ces barrières sont toujours justifiées en termes de niveau, ou est-ce qu'au contraire, elles sont disproportionnées par rapport à l'objectif qui souhaite être atteint? Alors, pourquoi c'est un enjeu qui est fondamental dans les pays développés? Eh bien, reprenons notre première partie que je n'ai pas développée. Souvenez-vous, la croissance, je disais, ce n'est pas seulement un enjeu de consommateur, c'est surtout un enjeu de croissance économique. Pas la croissance, pardon, la concurrence, c'est d'abord un enjeu de croissance économique. Et si vous voulez avoir de la croissance, il faut permettre à de nouveaux entrants de rentrer sur le marché en proposant une autre manière de distribuer les produits, une autre manière de les fabriquer. Encore faut-il qu'ils ne soient pas bloqués par des barrières artificielles. Je prends un exemple très concret qui va vous parler tout de suite. Les auto-écoles, il est tout à fait normal que pour exercer dans une auto-école, il faille avoir un diplôme de moniteur auto-école et être agréé. Personne n'en doute. Pour autant, est-il nécessaire d'avoir un local physique? C'est tout le débat sur les auto-écoles en ligne. Et donc, vous le savez, il y a eu dans le passé pas mal de discussions pour savoir, mais au fond, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un local physique? Est-ce que ce n'est pas une restriction à l'entrée qui est excessive par rapport à l'objectif qui est recherché? Ce débat est un peu derrière nous, puisque vous le savez, les auto-écoles en ligne, notamment Ornica, existent désormais en France. Mais par exemple, le sujet est toujours posé pour les pharmacies. Vous le savez, la France a sans doute en Europe, pour ne pas dire au monde, en tout cas en Europe, l'un des modèles les plus restrictifs, puisqu'il est très, très difficile en réalité, par exemple, de vendre des médicaments sans ordonnance. On parle bien de médicaments sans ordonnance, à prescription médicale facultative en ligne. C'est légalement possible. En pratique, on voit que c'est extrêmement compliqué. Donc, tout le débat est de savoir jusqu'où faut-il réviser ces barrières sectorielles. Je le répète, non pas pour les supprimer, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il faille des critères de qualité et de sécurité, mais pour les proportionner aux objectifs que l'on souhaite atteindre. Alors, très souvent, ce qu'on appelle de manière peut-être exagérée de la déréglementation, en réalité, ce n'est pas de la déréglementation, c'est on supprime une couche de réglementation. C'est très, très difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que certes, il va y avoir un effet pouvoir d'achat, il va y avoir un effet d'élargissement de la taille du marché, mais vous allez avoir aussi tous ceux qui étaient protégés par les barrières, ce qu'on appelle les insiders, vont voir leur rente baisser. Et donc, vous allez avoir finalement une bataille politique entre d'un côté les insiders qui vont voir leur rente baisser et de l'autre les outsiders et les consommateurs. Et comme l'écrivait déjà, vous connaissez ça mieux que moi en sociologie, Mancour-Olson, vous avez une asymétrie des forces
entre les gagnants de l'ouverture, qui sont très nombreux, très éparpillés, qui n'ont pas de véritable poids politique, et de l'autre, les perdants à l'ouverture, qui vont fort justement se mobiliser. Et donc, face à cette asymétrie des forces, les hommes politiques, les décideurs politiques ont bien sûr la tentation du statu quo. Alors, c'est un sujet, vous savez, c'est un serpent de mer en France, puisque ce sujet a été soulevé pour la première fois par le rapport Armand-Rueff dans les années 1950, donc au temps du général de Gaulle. Ce sujet est revenu sur le devant de la scène lors du rapport Attali en 2008, et il a été remis également sur le devant de la scène, notamment en 2015, avec les différentes lois qu'on a appelées les lois Macron. Ce qui fait que très souvent, lorsque l'on veut réviser ces barrières, on préfère la politique des petits pas, c'est-à-dire une ouverture progressive plutôt qu'un Big Bang. C'est par exemple le choix qui a été fait pour réformer le notariat, qui n'avait pas été réformé depuis 1816. Et oui, depuis 1816, il y avait le même nombre d'offices de notaires, ce qui n'est pas économiquement justifié. Bien entendu, il est nécessaire d'avoir un diplôme de notaire pour être notaire, mais il n'y a pas de raison de limiter le nombre d'offices en France. Et vous le savez, le choix qui a été fait par le décideur politique a été d'ouvrir très progressivement le secteur à la concurrence en augmentant le nombre d'offices progressivement. Autre débat, ne faut-il pas indemniser les perdants? C'est un débat qui a eu lieu notamment à propos des taxis qui ont subi de plein fouet la concurrence, notamment des véhicules de tourisme avec chauffeur, j'ai nommé les Uber, et dont le prix de la licence a fortement baissé. Ce qui fait que très souvent, le décideur politique, lorsqu'il diminue ces barrières réglementaires, met plus l'accent sur des enjeux d'emploi. La réforme des notaires, ça a été d'abord une réforme faite pour favoriser l'emploi des jeunes diplômés notaires. Elle met d'abord l'accent sur la qualité du service. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire, y compris les chauffeurs de taxi, que l'arrivée de Uber a permis d'améliorer la qualité de service, beaucoup plus que sur les enjeux de pouvoir d'achat. Donc attention, ces politiques de révision des barrières à l'entrée sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Troisième levier, on disait tout à l'heure qu'il y a un obstacle à la concurrence, ce sont bien sûr les économies d'échelle, les effets de réseau, en tout cas les économies d'échelle, qui conduisent à des situations de monopole naturel. Mais attention, qu'est-ce qui est un monopole naturel? Souvenez-nous ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le réseau, c'est l'infrastructure, c'est le gazoduc, c'est le réseau de lignes à haute tension, c'est la voie de chemin de fer, et non pas l'électricité qui passe dans la ligne à haute tension, ou bien le gaz qui passe dans le gazoduc, ou bien le train qui utilise la voie de chemin de fer. Et donc l'idée qui s'est développée en économie, vous le savez, c'est en fait de séparer d'un côté l'infrastructure qui doit rester en monopole naturel, et de l'autre, le service qui peut être soumis à une logique concurrentielle. Vous voyez, je vous ai mis ce petit dessin tiré de mon ouvrage. On voit avant, on avait bien la SNCF qui possédait à la fois l'infrastructure et qui produisait le service, c'est-à-dire des lignes de TGV et des lignes de train classiques. Et après l'ouverture, qu'est-ce que l'on voit? On voit bien deux entités différentes. Une infrastructure de transport qui est d'ailleurs dans une entité comptable séparée, SNCF Réseau, et on ouvre le service à la concurrence. Alors vous le savez, cette ouverture s'est faite progressivement. Je vous ai mis quelques dates de référence. Pour le fret ferroviaire, c'est le cas depuis 2005. Pour l'électricité et le gaz, c'est le cas depuis 2007. Pour les trains régionaux, c'est le cas depuis 2019. On en a vu la première conséquence, je crois que c'est dans le sud de la France, dans la région PACA, puisque c'est un concurrent de la SNCF qui a remporté le marché. Et dans les TGV domestiques, vous le savez, depuis 2020, c'est ouvert à la concurrence et on a connu donc depuis janvier 2022 l'arrivée d'un concurrent de la SNCF sur Paris-Lyon, Paris-Lyon-Milan. Donc ça aussi, extrêmement important, cette idée que un des enjeux de la concurrence, c'est d'ouvrir le service à la concurrence tout en gardant absolument le monopole et la régulation sur ce qui relève de l'infrastructure de réseau. Alors, avec deux manières d'ouvrir complètement différentes, la manière anglaise, qui a consisté en réalité à démanteler l'opérateur historique et à créer en quelque sorte de toute pièce une concurrence, je parle du transport ferroviaire,
Alors qu'en France, on a eu une approche très différente qui a consisté à garder un opérateur et simplement à faire une séparation organique, fonctionnelle, comptable, entre d'un côté SNCF Réseau, qui doit donner l'accès au sillon ferroviaire à tous ceux qui en font la demande, et de l'autre côté SNCF Voyageurs, qui offre le service. Vous voyez, cet indicateur de l'OCDE est assez intéressant. Il nous montre dans ces fameuses industries de réseau, donc ce sont des industries où il y a des monopoles naturels, l'électricité, le gaz, le rail, l'eau, le téléphone fixe, mobile, bref, il vous montre quels sont les différents niveaux de régulation, et la France se caractérisait en 2019 par un très fort niveau de régulation pour ce qui est du rail, et pour cause, puisqu'il n'y avait pas de concurrence autorisée dans la grande vitesse avant 2020. Par contre, vous constatez à l'inverse que la France est plutôt un pays qui a très largement ouvert à la concurrence sa téléphonie fixe et même sa téléphonie mobile. Vous le savez, en France, nous sommes un des rares pays en Europe à avoir 4 opérateurs de téléphonie mobile. Alors, ceci étant, même si on mène des politiques d'ouverture à la concurrence dans le service, force est de constater que pour des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, qui ne sont pas illégitimes, les Français sont souvent attachés à leur opérateur historique. Regardez en matière d'électricité, de gaz, beaucoup de Français d'ailleurs pensent qu'il n'y a que EDF sur le marché, alors que vous avez aujourd'hui, je crois, une vingtaine d'opérateurs d'électricité. Les opérateurs historiques restent souvent encore dominants sur la plupart de leur marché. De plus, il existe toujours des obstacles à l'entrée, même après l'ouverture. Et nous retrouvons ce que nous avons dit tout à l'heure, typiquement le rôle clé de l'accès à l'information. Il n'est pas certain que les consommateurs sachent qu'il est possible. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas très rentable de passer sur des offres de marché, mais il fut un temps où aller sur une offre de marché pouvait être beaucoup plus avantageux que d'avoir le tarif réglementé de vente. Petit point, j'ouvre la parenthèse pour la fermer aussitôt. Très important, quand on dit ouvrir à la concurrence le service, ça ne veut pas dire que tout est déréglementé. Il y a un régulateur sectoriel qui va accompagner l'ouverture. En matière ferroviaire, vous avez l'autorité de régulation des transports. En matière de gaz, d'électricité, vous avez la commission de régulation de l'énergie. Donc tout ça ne se fait pas sans institutions qui garantissent le bon fonctionnement de l'ouverture à la concurrence. Alors, dernier point, et j'en aurais terminé, au fond, dernier levier finalement pour stimuler la concurrence, c'est bien sûr mobiliser la politique de concurrence pour lutter contre les barrières que j'ai appelées tout à l'heure stratégiques. Tu prends 10 minutes maximum? 10 minutes, grand maximum. Je crois que même en 5 minutes, ça sera réglé. Avec 2 volets. Le volet dont on a parlé tout à l'heure, le volet antitrust. Alors, ce qu'on appelle l'antitrust, c'est la lutte contre les cartels, les ententes, et les abus de position dominante. Donc, je ne reviens pas sur ce qu'est une entente. Je pense que tout le monde connaît ici cette notion d'entente. Le portrait robot d'un cartel, je crois qu'on peut en dire simplement un mot. Il y a vraiment cette idée de faire monter les prix ou d'empêcher que les prix ne diminuent suite à l'entrée d'un concurrent. On va s'entendre pour empêcher un concurrent d'entrer. Un cartel peut prendre de multiples formes. On peut s'entendre sur les prix. On peut se répartir les clients géographiquement lors d'appels d'offres. On peut également s'entendre sur des quotas de production. Et l'expérience nous montre que les cartels sont très fréquents dans des produits intermédiaires, notamment le ciment, tous ces produits finalement assez simples pour lesquels il est facile de s'entendre. Les cartels causent des dommages assez importants à l'économie. Regardez ce graphique dont je vous parlais tout à l'heure. Une étude sur 1100 cartels, donc on est sur des très très gros échantillons, qui montre que si on prend le cas de l'Union européenne, donc vous prenez la 3e ligne, on est sur des hausses de prix complètement artificielles. On est bien d'accord, un cartel n'a aucune justification économique, qui sont de l'ordre de 17% en moyenne. Donc c'est tout à fait conséquent, avec les conséquences que vous connaissez. Un cartel, non seulement ça fait monter les prix, bien entendu, ce qui veut dire que ceux qui continuent à acheter payent plus cher, mais aussi et surtout, et c'est bien le problème, certaines personnes vont renoncer à acheter
c'est le petit triangle rouge que vous avez sur ce graphique. Désolé, il est en anglais, qui montre bien que un cartel, ça ne fait pas seulement payer plus cher pour ceux qui achètent. Ça fait en sorte que certains consommateurs vont renoncer à consommer. Et donc, vous vous en doutez, les autorités antitrust les autorités de concurrence accordent une place extrêmement importante à la lutte contre les cartels, au moyen notamment de sanctions. Et je terminerai là-dessus parce que c'est un point qui m'est cher et je trouve que c'est très parlant pour les élèves. Au fond, pour un économiste, bien entendu, la réalité est 1000 fois plus complexe que ce que je vous montre ici, mais pour un économiste, le but d'une sanction, c'est de dissuader les cartels de se former. Donc, une sanction doit être suffisamment dissuasive. En effet, un agent qui est rationnel n'enfreint pas la règle de droit si le gain de l'infraction, ici le gain c'est le surprofit, est plus petit que la probabilité de détection multipliée par la sanction qu'il anticipe. Disons-le autrement, cela revient à dire qu'il faut mettre des sanctions qui soient au moins égales au gain qu'a réalisé le cartel, au gain illicite, divisé par la probabilité de détection. Quel est le message subliminal? Comme la probabilité de détection est très faible, même si elle est difficile à calculer, il faut que les sanctions soient beaucoup plus importantes que le gain illicite. Alors, bien entendu, en pratique, les autorités de concurrence n'appliquent pas à la lettre ce type d'approche trop simple. Néanmoins, vous constaterez que depuis l'an 2000, on voit très bien sur ce graphique de droite, je vous ai mis les sanctions imposées par la Commission européenne depuis 1990. Je crois que ça saute à l'œil nu, si j'ose dire. Depuis l'an 2000, on voit vraiment qu'en Europe, nous avons passé un cap, suite notamment à un fameux discours de Mario Monti qui avait dit « les cartels sont un cancer pour l'économie européenne » et regardez le montant des amendes infligées. On parle de milliards d'euros chaque année. Je vous ai mis également les plus grosses amendes, notamment l'amende dans le cartel des camions qui s'était entendu pour ne pas se faire concurrence sur une nouvelle norme environnementale, ce qui est quand même particulièrement grave à l'heure de la transition climatique. Un petit clin d'œil qui peut intéresser, je pense, qui peut inviter à la réflexion. Aux États-Unis, on va plus loin que cela. Les Américains considèrent que les cartels doivent être non seulement passibles de sanctions monétaires, mais ceux qui ont organisé les cartels, c'est-à-dire les individus, doivent être également poursuivis. Je vous ai mis sur ce graphique quelques... il ne s'agit pas de centaines de personnes chaque année, mais vous voyez, vous avez entre 20 et 50 personnes qui chaque année sont incriminées, sont poursuivies au pénal pour avoir participé à un cartel. Et les sanctions peuvent être extrêmement dures sous la forme de peines de prison. Dernier moyen de dissuader les cartels, c'est également de demander aux victimes de ces cartels des réparations. Un cartel, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est que vous avez payé trop cher et comme vous avez payé trop cher, vous allez demander réparation. Regardez cette news tirée d'Internet, il n'y a rien de confidentiel. Suite au cartel des camions, vous avez tous les clients. Les clients, ce sont les transporteurs qui ont acheté des camions et qui estiment qu'ils les ont payés trop cher. Vous voyez, sur cette news, 30 000 transporteurs ont engagé une action pour réclamer des dommages et intérêts pour 1 million de véhicules. Les sommes peuvent être tout à fait colossales. Mais avant de condamner un cartel, encore faut-il le détecter. Vous le savez, c'était extrêmement difficile puisque ce sont des pratiques secrètes. Et donc aujourd'hui, dans une centaine de pays dans le monde, donc ça n'est pas propre à la France, ça n'est pas propre à l'Europe, une centaine de pays dans le monde mettent en œuvre ce qu'on appelle des programmes de clémence. Si vous faites partie d'un cartel, et que vous êtes le premier à en dénoncer l'existence, alors vous serez complètement immunisé. Ça n'est pas forcément très moral, mais c'est extrêmement efficace, comme vous le voyez sur ce graphique relatif au cartel du fret aérien. Il y a donc eu un cartel entre 11 transporteurs de fret aérien qui a organisé le cartel, Lufthansa, et après avoir organisé le cartel, tenez-vous bien, Lufthansa a dénoncé ses petits camarades aux autorités antitrust. Vous voyez le résultat,
elle a payé une amende de 0 euros. Donc aujourd'hui, les autorités antitrust appliquent des méthodes assez, je dirais, radicales pour justement lutter contre ces pratiques. Un tout petit mot, et j'en aurais terminé, sur l'abus de position dominante. Rappelons d'abord que la position dominante n'est pas interdite, c'est l'abus qui est interdit. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait deux moyens d'abuser d'abord de ses clients en les exploitant, par exemple avec des prix excessifs, ou bien en évinçant du marché des clients qui sont des concurrents qui sont de petite taille. Il y a plusieurs manières de les évincer. Les évincer avec des prix prédateurs, en cassant les prix, mais ça peut être aussi des évictions non tarifaires. Exemple, si tu veux vendre mes produits, je t'interdis de vendre les produits de mon concurrent. Tu signes un accord d'exclusivité. Les accords d'exclusivité ne sont pas interdits en tant que tels, ils peuvent le devenir lorsque vous êtes en position dominante. Pour ce qui est des fusions-acquisitions, je vais peut-être passer parce que le temps passe, si j'ose dire, et je terminerai avec ce dernier slide. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, et je pense que Thomas Philippon aura l'occasion de vous en parler, aujourd'hui, c'est assez amusant de voir que l'Europe, dont on dit souvent qu'elle est à la traîne, voire qu'elle est l'idiot du village mondial, et bien que l'Europe, finalement, ne se débrouille pas si mal que cela. Certes, la politique de concurrence ne peut pas tout, mais on constatera que, jusqu'à preuve du contraire, le seul instrument dont nous avons disposé, en particulier pour limiter contre les abus des géants du numérique, en particulier Google, qui a été condamné à 3 reprises par la Commission européenne, c'est bien grâce à la politique de la concurrence. Et à l'inverse, les Américains, qui sont pourtant les inventeurs de la politique de la concurrence, vous le savez, avec le Sherman Act en 1890, ont eu tendance à abandonner, à mettre en sommeil, depuis les années 2000, leur politique de concurrence. Et ils redécouvrent aujourd'hui, en réalité, les vertus. Alors, je ne dis pas que la politique de concurrence peut tout, mais en tout cas, ils redécouvrent les vertus de cette politique de concurrence en lançant, notamment à l'initiative de Joe Biden, des investigations contre les géants du numérique, en menaçant même, alors peut-être est-ce juste de la politique, mais en menaçant même d'utiliser l'arme nucléaire, qui, vous le savez, existe aux États-Unis, a été mise en œuvre aux États-Unis, notamment en 1907, face à la Standard Oil Company, l'empire de Rockefeller. Et cette arme nucléaire, c'est le démantèlement. Voilà, j'espère avoir été clair et bien entendu, je suis à votre entière disposition. Merci de votre attention. Alors, quelques questions que j'essaye de regrouper. Tout d'abord, un certain nombre d'entre elles portent sur le fait que la concurrence, évidemment, favorise avant toute chose le consommateur, donc son surplus. Donc, ce serait la panacée pour les consommateurs, mais mettrait en difficulté un certain nombre de travailleurs qui auraient de ce fait leurs conditions dégradées. Ça me fait penser à un papier du sociologue Carbonel dans Le Monde récemment qui disait « Les ouvriers n'ont pas disparu, ils ne fabriquent plus les objets, ils les déplacent ». Alors, il y a deux questions dans la même question. D'abord, est-ce que la concurrence se fait uniquement au nom des consommateurs? La réponse, pour moi, elle est clairement non. Je dirais même que la concurrence, c'est d'abord, souvenez-vous ce que je disais tout à l'heure sur l'offre, la concurrence, elle se fait en faveur des producteurs. Prenons un exemple très, très clair. Lorsque les victimes des cartels, qui sont-elles? Ce n'est pas vous et moi. Vous et moi, nous n'achetons pas de camions. Vous et moi, nous n'achetons pas d'ascenseur. Vous et moi, nous n'achetons pas de ciment, ou alors quelques kilos de ciment pour réparer un mur. Les premières victimes de ces pratiques anticoncurrentielles, ce sont en réalité des producteurs. Donc, cette idée qui consiste à dire que la concurrence est pour les consommateurs, je dirais plutôt que la concurrence, elle est pour les utilisateurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Or, n'oublions pas que qu'est-ce qui fait qu'une industrie est compétitive? C'est qu'elle peut s'approvisionner à des prix qui sont des prix de concurrence. Donc, en réalité, la concurrence, il ne faut pas la voir uniquement, je dirais, du point de vue du client final. Pour moi qui travaille à l'autorité de la concurrence, on voit bien que très souvent les cartels, la vraie victime des cartels, ce sont les PME. Ce sont les entreprises en général. Consommation intermédiaire, quoi. Exactement. Donc, je nuancerais, pour moi, c'est moins un enjeu de consommateur que d'utilisateur. Et dans l'utilisateur, il y a bien sûr le consommateur, mais il y a aussi toutes les entreprises qui achètent des inputs pour produire. Alors, il y a une seconde question dans la question qui est bien sûr celle beaucoup plus redoutable des travailleurs. Moi, je distinguerais deux choses. Et dans le livre, d'ailleurs, dans la seconde édition, je l'ai encore plus distingué, j'ai fait 2 sections différentes. Il y a la question du volume de l'emploi
et la question de la qualité de l'emploi. Il me semble que sur la question du volume de l'emploi, très honnêtement, quand on regarde les études empiriques, la messe est dite. La concurrence détruit à court terme de l'emploi, mais en réalité, quand on regarde les effets indirects, donc ça, à la fois les effets à l'intérieur du secteur, un déplacement de main-d'œuvre de l'entreprise A moins efficace vers l'entreprise B plus efficace, donc premier effet indirect. Second effet indirect, les mouvements intersectoriels. Le prix du billet d'avion va baisser, peut-être qu'il y aura moins d'employés dans le secteur du transport aérien, mais comme le consommateur a plus de pouvoir d'achat, il va dépenser plus dans les restaurants. Il y a des études assez intéressantes qui montrent qu'en réalité, le low cost a surtout créé de l'emploi en réalité dans la restauration et dans l'hôtellerie. Et quand vous raisonnez de manière, entre guillemets, globale, vous apercevez que le lien concurrence-emploi, c'est plutôt une relation positive. La preuve, vous avez tous les travaux de Askenazi, les travaux de Gilles Berset, sur, vous savez, toutes les lois qui limitaient la concurrence dans la grande distribution et qui montrent qu'en réalité, on les a payés comment? On les a payés en emploi. En réalité, le malthusianisme est plutôt l'ennemi de l'emploi. Donc, si on raisonne de manière quantitative, la concurrence est plutôt l'allié des créations d'emplois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la turbulence sur le marché du travail, car il va falloir réaffecter les travailleurs entre les entreprises, entre les secteurs, ce qui pose un problème de reconversion de compétences et un problème de mobilité géographique. Mais ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a de concurrence acceptable que s'il y a une flexi-sécurité qui permette d'accompagner les travailleurs. On ne peut pas vouloir la destruction créatrice sur le marché des biens sans vouloir en même temps une politique d'accompagnement des travailleurs, reconversion, indemnité chômage sur le marché du travail. Après, il y a une seconde question qui est beaucoup plus redoutable, qui est celle de l'impact de la concurrence sur la qualité du travail, et notamment sur le niveau des salaires. Et là, vous avez raison, ça pose question dès lors que vous n'avez pas un droit du travail. Mais j'ai envie de dire que la réponse n'est pas dans moins de concurrence, elle est en réalité dans quelle régulation du droit du travail, notamment pour tous ces indépendants. Notamment pour tous ces indépendants. Mais vous avez des études intéressantes qui montrent que la concurrence fait baisser les salaires, par exemple, dans les secteurs qui étaient protégés. Ça, c'est clair. C'est clair, puisque vous allez avoir en fait un effet de rente. Et dès lors que vous ouvrez à la concurrence, oui, vous avez bien un effet de baisse de salaire. A contrario, je reprends la question de l'un des professeurs tout à l'heure sur le monopsone. Paradoxalement, en situation de monopsone, la concurrence, heureusement, va faire monter les salaires, car c'est du manque de concurrence que naît le fait que les salaires soient trop faibles. Donc, je dirais que ça dépend vraiment du point de départ. Quand vous êtes dans un secteur fermé à la concurrence, oui, la concurrence fait baisser les salaires. Dire le contraire serait erroné. Mais en conclure que toute concurrence fait baisser les salaires, c'est même l'inverse lorsque vous êtes sur des marchés de monopsone. Et c'est vrai que ça, c'est le vrai sujet et je ne vois pas comment il peut être adressé autrement que par une régulation qui n'est pas concurrentielle, qui s'appelle le droit du travail. La concurrence, elle n'est pas antinomique avec des règles de droit, bien au contraire, ce qu'on appelle le same level playing field. Mais l'idée, c'est de dire qu'il appartient au législateur de définir quel doit être le bon niveau de rémunération, quel doit être le salaire minimum, etc. Et ça ne me semble pas… c'est un point qui est pertinent, mais qui est adressable, non pas par la concurrence elle-même, mais par un droit extérieur qui s'appelle le droit du travail. Autre groupe de questions, si on se réfère évidemment à la fameuse concurrence libre et non faussée, comment intégrer de saines pratiques environnementales dans la concurrence que l'on veut voir appliquer? Je suis content que vous posiez qu'un professeur ou une professeure pose cette question. Pourquoi? Parce qu'intuitivement, je ne sais pas quelle est votre vision, mais moi, intuitivement, je disais la concurrence est contre l'environnement. Et ce qui n'est pas faux, ça, c'est l'effet quantité. Parce que si la concurrence a fait baisser les prix, ça élargit la taille du marché. Si la taille du marché est élargie, il y a plus de consommateurs, donc il y a plus de pollution. C'est mécanique. En même temps, on peut avoir aussi un effet inverse, et qui a été très bien mis en évidence par Philippe Aghion. Si vous êtes sur un marché de monopole, vous êtes tout seul, et que vos clients, vous et moi, nous voulons des produits bio, des produits propres, des produits clean. Quelle est l'incitation d'un monopole à offrir cela? Il est tout seul. Par contre, si vous êtes en concurrence et que les consommateurs, mais ça suppose que les consommateurs aient cette demande, il me semble qu'elle existe aujourd'hui, cette demande, que les consommateurs disent « nous, on veut des voitures clean », alors en concurrence, naturellement, vous allez avoir une incitation à l'offrir, pas par morale, par intérêt. Parce que vous allez vous dire, si je ne le fais pas, mon concurrent le fera. Je vous invite à lire ce papier de Philippe Aghion de 2020,
où il montre que le nombre de brevets sur des moteurs propres, est étroitement corrélé à la part des Américains qui disent vouloir consommer propre. En réalité, les constructeurs se disent, si je ne le fais pas, quelqu'un le fera à ma place. En réalité, la concurrence va accélérer la transition climatique parce que malheur à celui qui ne le fait pas. Ça s'appelle Tesla. Hein. Tesla, en fait, a un coup d'avance sur les autres. Et finalement, la concurrence, paradoxalement, pourrait être un allié de l'environnement, alors que spontanément, on pourrait la... Je crois qu'elle est les deux. Hein. Par son effet quantité, elle a un effet négatif sur l'environnement, mais par son effet d'incitation à des produits propres, elle est plutôt favorable à la transition climatique. Prenons-le, je reprends mon exemple, un monopole n'a aucune incitation à faire du green, puisque par définition, il est tout seul sur le marché.